Qui parmi vous a déjà entendu parler de Mosaic? Ouais, quelques-uns. Mosaic, hier, il fêtait ses 25 ans, enfin les 25 ans de sa création. Hein. C'est le premier navigateur grand public, qui est sorti le 14 novembre 1993. Le jour où ce truc-là est sorti, c'est le jour où les entreprises ont compris qu'Internet, ce n'était pas juste une plateforme pour échanger des ressources scientifiques. C'est ce jour-là qu'ils ont compris qu'en fait, devant eux, ils venaient de s'ouvrir la plus grande plateforme de commerce mondiale. Et depuis, on a eu 25 ans d'innovation, assez frénétique. On a subi beaucoup de vagues, de ruptures technologiques qui nous ont emmenés à ce qu'on connaît aujourd'hui. L'histoire est passionnante, mais ce sera un autre talk. Je m'appelle Loïc Ortola et aujourd'hui, j'ai plutôt envie de vous parler du pays des merveilles. Le pays des merveilles, c'est là où on vit depuis quelques années, notamment depuis l'arrivée du cloud. Le pays des merveilles, c'est un pays où les ressources sont illimitées. La notion de bottleneck, de goulot d'étranglement, n'existe pas. La RAM, les CPU, c'est juste un curseur sur mon cloud, pas plus. La scalabilité, c'est quelque chose qui est acquis. On a des load balancers applicatifs, j'ai des auto-scaling groups, j'appuie sur un bouton, ça marche. Le choix de la technologie, c'est plus une question de mode ou de goût. Voilà, que je fasse un truc en Django, en Node.js, en Flask ou en Kotlin, ça n'a pas d'importance. J'ai pas dit PHP. Hein. La technologie, c'est quelque chose de trivial. Les gens qui développent les frameworks sont des gens qui font ça bien. Il n'y a pas de bug, c'est super optimisé. D'ailleurs, c'est facile à utiliser. Ils font tous beaucoup de tutoriels. Et dès que j'ai un problème, j'ai un mec qui a eu ce problème avant sur Stack Overflow et j'ai exactement la réponse parfaite à mon souci. Bien sûr, vu qu'on est au pays des merveilles, il y a tout qui marche. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des serveurs chez moi, c'est que je vais sur le cloud. Parce que ce qui est cool, c'est que le cloud, j'ai plus à m'occuper de la machine. Et ces trucs-là, on sait très bien qu'ils ont des mécanismes assez dingues qui fait qu'il n'y a plus jamais de problème de disque dur, de défaillance réseau ou de trucs qui tombent. Plus jamais. La latence, je ne sais même plus ce que c'est. Et bien sûr, vu que je vis au pays des merveilles, tout ça, c'est gratuit. Aujourd'hui, on a une journée pleine de choses sur le DevOps, sur les schedulers, sur les conteneurs, sur les clouds. Et c'est vrai qu'en tant qu'humain, on a tendance à retenir un petit peu que ce qu'on souhaite de toutes ces choses-là. Quand je vous parle DevOps, vous retenez tous CI, CD, Automation. J'ai plus à gérer plein de trucs que je devais gérer à la main avant. Par contre, le state management, par contre, le fait que ça nécessite des très hautes couvertures de tests, ça, on oublie un petit peu. Aujourd'hui, pourtant, la technologie, elle est prête. C'est-à-dire qu'on a un peu tout sur la étagère qui nous permet de faire de belles infras résilientes avec des microservices et tous les mots-clés que vous voulez. Les frameworks qui sont matures, les frameworks de test aussi, les clouds, au bout de 10 ans, ça commence à ressembler à quelque chose. Les CI/CD, il y a beaucoup d'innovations sur les pipelines as code, etc. Mais on est quand même sur des choses qui ont maturé depuis longtemps. Les schedulers, ça arrive. Mais alors, qu'est-ce que je fous là? Si tous ces trucs-là, ils sont matures. Vous allez avoir un choix qui est assez simple. Pilule bleue, tout s'arrête, on file à l'apéro. Pilule rouge, on va regarder un petit peu quels sont les effets pervers de ces nouvelles infras. Et puis on va regarder un autre truc, c'est en quoi notre métier de dev est en train de se transformer, quel est le chemin qu'on a parcouru, et quels sont, selon moi, c'est très subjectif, mais le reste du chemin qui nous reste à parcourir pour arriver au niveau de personnes qui seront capables d'intégrer toutes ces choses-là de manière efficace. Pilule rouge? C'est bon? Ceux qui ont encore la force de lever la main? Eh bien, bienvenue au pays des merveilles. C'est un peu moins funky que ce qu'on avait imaginé. Effectivement, le pays des merveilles, les ressources sont limitées. Quand on m'a parlé d'une transition de mon monolithe vers des microservices, on ne m'avait pas tracé les flèches sur mon schéma. Et quand je commence à voir ces flèches, je commence à me rendre compte qu'en fait,
Déjà, il y a des bonnes et des mauvaises manières de faire des microservices, que chacune de ces flèches peut potentiellement être sujette à de la latence one, à des fautes, à des choses qui ne marchent plus, à des choses qui crashent. Et en fait, mon passage au microservice, ça a surtout été au passage à j'ai beaucoup plus de latence qu'avant, j'ai aucun moyen de comprendre ce qui se passe dans mon infra parce qu'en fait, je ne comprends rien. Et en plus, j'ai pas forcément mis tous les coupes-circuits et tout le monitoring dont j'avais besoin, parce qu'avant, tout était dans le même espace mémoire avec un seul process. J'avais pas à m'en occuper. Le choix de la technologie, c'est important en fait. C'est important et tous ceux qui ont été confrontés à faire évoluer des frameworks sur des nouveaux usages ont pu se confronter à des gotchas en disant « Merde, je ne peux pas faire ça ». Et puis, il faut qu'on arrête de se mentir, mais ça, tout le monde l'a compris depuis longtemps. Il n'y a pas de technologie qui vous permet de tout faire. Vous savez, les petits discours d'il y a 15 ans, prenez Java Enterprise Edition, Hibernate et le SGBDR de votre choix et vous pourrez tout faire. Mais non, bien sûr que non. Aujourd'hui, vous savez bien que quand on vous demande de commencer un projet, vous allez dire, bon, on va choisir là-dedans. Et encore ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Et notre métier, en fait, il est fondamentalement en train de changer. On n'est plus développeur COBOL pendant 35 ans. Aujourd'hui, on a atteint un niveau où notre job se transforme en devenant de plus en plus polyglotte. J'ai pas dit full stack, j'ai dit polyglotte. La scalabilité, ça a toujours un coût. Toujours un coût. Okay, surtout si vous avez des applis qui sont stateful, qui font appel à des protocoles, potentiellement des trucs comme les WebSockets. Ces choses-là, c'est des passages à l'échelle qui ne sont pas forcément triviaux. Les serveurs, ça tombe en fait. Je ne comprends pas. Mais pas que les serveurs en fait. Les liens Internet, les équipements, les switches, les disques durs, tous ces trucs-là, ça tombe. Et ce qui est bizarre, c'est que quand je multiplie le nombre de machines, j'ai de plus en plus de trucs qui tombent. C'est assez dingue. La latence, le modèle du cloud, c'est quoi? Le modèle du cloud, c'est de pouvoir vendre des choses sur de la ressource qui est mutualisée. Qui dit mutualisé dit imprévisible. D'accord? Aujourd'hui, si vous avez des applications qui doivent être très très basse latence, vous allez être confronté à la réalité du cloud qui fait que parfois, on a beaucoup de styles, que parfois, on se rend compte que ce n'est pas du tout prédictible, et que parfois, on se rend compte que ce qui peut prendre le plus de temps, ce n'est pas forcément notre appli, c'est l'encryption TLS pour sortir mes flux cryptés. Et ça, ce n'est pas moi qui ai la main dessus. Bon, ok, d'accord. Donc la technologie est prête, j'ai bien compris, c'est pas tout rose, mais du coup, il est où le problème? Le problème, c'est que moi, il y a 15 ans, la vision du dev, c'était un truc où je devais développer des trucs qui marchent. Et c'était déjà ma responsabilité. Mais en fait, maintenant, je dois développer bien, je dois développer avec des tests, avec des revues de code, je dois maintenir le delivery pipeline de mon projet, je dois faire gaffe à mes choix techniques, je dois prendre en compte les notions de latence, de perf, de mes solutions, des solutions tierces, des trucs sur le cloud sur lesquels je m'appuie, et je dois me méfier de tout et de tout le monde. Même des trucs que je ne maîtrise pas. Et tout ça, ce n'était pas forcément sur ma fiche de poste. Et là, on touche à quelque chose. On touche à l'évolution de nos métiers. Et moi, je ne sais pas vous, moi, l'info, je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme Obélix. À 10 ans, j'avais mes premiers bouquins de programmation et j'avais cette espèce de drogue où je bidouillais un truc, je n'avais aucune idée de ce que je faisais. J'appuyais sur un bouton, ça ne marchait pas, je changeais un truc jusqu'à ce que ça marche. Là, c'était le bonheur. Heureusement, j'ai évolué depuis. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas évolué depuis. Et qu'on se retrouve avec beaucoup trop de gens qui font encore ça aujourd'hui. Ok, on est dans une... Mais c'est un petit peu la manière dont on apprend en université aussi. Hein. On vous apprend à faire des choses qui marchent. Il y a un truc, tu as un bug, ça ne marche pas, je vais sur Stack Overflow, je copie-colle un truc, je run, ça marche, ok, je passe à la suite. Il y en a qui rigolent parce qu'ils se reconnaissent. Non, vous connaissez des gens, oui, c'est ça. Mais en vrai... Ça, c'est déjà une étape, c'est-à-dire que vous faites du code qui marche. Et ça, c'est déjà pas mal. Le problème de ça, c'est que 10 ans après, vous vous retrouvez avec un monolithe de 3 millions de lignes, avec 0 test, et là, ça commence à faire mal. Et du coup, des gens se sont dit, bon,
va falloir qu'on fasse un petit peu attention à ce qu'on fait. Des gens ont voulu élever notre métier à quelque chose qui relève plus de l'artisanat ou d'une vraie discipline. Mon objectif, c'est plus juste de coder. C'est pas juste de coder pour avoir un truc qui marche. C'est de faire en sorte que le jour où tu ouvres la boîte de Pandore, tu ne fasses pas une attaque. Aujourd'hui, j'ai envie de faire du code qui est maintenable dans le temps, qui est bien architecturé, que je vais pouvoir tester, qui va être de qualité. Et ça, c'est déjà un enrichissement énorme dans notre manière de travailler. Le trade-off, c'est du temps. Parce que si je n'ai pas une équipe de QA dédiée qui va faire les tests à ma place, bah, il faut bien que moi je prenne du temps pour le faire. Cette definition of done, la quantité de choses que je dois faire avant de valider une feature, bah, elle a profondément changé avec ça. Ne plus avoir de régression, avoir des moyens de vérifier que mon code fonctionnera avec du testing. Et puis il y a le DevOps. Alors le DevOps, comme d'habitude, il y en a 1200 définitions, c'est un fourre-tout, mais en vrai, le DevOps c'est quoi? C'est une réponse à l'accélération de l'innovation. Ça va trop vite maintenant pour qu'on puisse se permettre de ne pas automatiser ces trucs-là. Donc le DevOps, tout ce qui en découle, sert à aider l'innovation continue. Et tout automatiser. Alors maintenant, ce qui est cool, c'est que mes tests, ma quality gate, mon déploiement, tous ces trucs-là, je vais pouvoir les passer automatiquement. Tous ces trucs-là, je vais pouvoir donner un feedback quasiment immédiat à mes développeurs et ça va permettre d'aller un petit peu plus vite sur nos itérations. Ça veut dire aussi que moi, en tant que développeur, mon périmètre change. Je vais être responsable non seulement de mon artefact, mais aussi de ce qui le wrap, le conteneur. Je vais peut-être être responsable de mon code jusqu'à la production. Mon métier change. Et finalement, aujourd'hui, on en est à peu près là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors même si quand je dis « on », ce n'est pas la majorité du marché malheureusement, mais on commence à se dire que la maturité aujourd'hui qu'on devrait avoir quand on développe au quotidien, elle est autour de ça. Sauf que pour moi, il manque des trucs. Qu'est-ce qui manque? Aujourd'hui, tu es Amazon et sur ta first page, tu es en train de développer le module qui fait de la recommandation d'articles. Sur un point de vue qualité de code et test, aucune régression, tout est nickel, je passe. Le jour où je suis en prod, je me rends compte que la page passe 3 fois plus de temps à répondre. J'ai multiplié par 3 mon temps de réponse. Aujourd'hui, nous n'avons pas de moyens, dans une CI, de tester de la performance regression. C'est-à-dire de dire, d'un point de vue sémantique, ce temps de réponse-là est plus long qu'il ne l'était avant, d'un facteur X, et donc je pète ton build et je ne vais pas jusqu'à la prod. Aujourd'hui, on mesure ces choses en prod. Quand vous savez qu'Amazon perd 1% de son chiffre d'affaires s'il rajoute 100 millisecondes sur ses temps de réponse, vous imaginez la catastrophe que ça peut être. Pour nos services, ce n'est pas différent en fait. Dans des infra microservices où vous avez un service qui est appelé par 20 autres microservices, si vous triplez la latence sur un service, vous avez des effets cascades que vous n'avez pas envie de voir sur votre prod. Le performance testing, quelque chose qui devrait manquer au craftsmanship. Mais bref, finalement, si je sais déjà faire ça, je sais assurer que mon app, elle fonctionne, elle maintient sa qualité, elle maintient sa perf, et tout ça, c'est cool, de manière automatisée. C'est déjà beaucoup. Sauf que tout ça, c'est du test. C'est du test, c'est-à-dire que tout ça m'assure que j'ai des moyens de coder ce qui sémantiquement est le fonctionnement normal de mon application. Je sais garantir aujourd'hui que quand je pousse mon appli en production, par rapport à la représentation que j'en ai, elle est ISO par rapport à ce que j'ai prévu. Et ce que je n'ai pas prévu. Et aujourd'hui, il y a un truc qui manque. Et ce truc qui manque, je vais vous en parler aujourd'hui parce que ce n'est plus du tout du test, c'est de l'expérimentation. Et ces choses-là, elles sont assez incroyables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on teste beaucoup. Il y a 20 ans, on ne testait pas. Aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il faut faire du test. Demain, j'espère que tout le monde aura compris qu'il faut expérimenter aussi. Expérimenter, c'est quoi? C'est tester des choses sans savoir ce qui va se passer derrière. C'est tester des choses pour chercher à pousser le bouchon un peu plus loin, comme Maurice. Je vais vous parler de 2 types d'expérimentation. La première, c'est un peu l'expérimentation du Black Friday.
c'est d'évaluer la capacité d'un service avec des tests de charge. Qui parmi vous connaît exactement la capacité sur un scénario particulier de toutes ces applis en prod et sait me dire le premier bottleneck qui les empêche d'aller plus loin? Personne n'a levé la main dans cette salle. Et sachez qu'aujourd'hui, dans le web, la quasi-totalité des sites, les gens n'ont aucune idée de si ça peut tenir 10, 100, 1000, 1 million d'utilisateurs. C'est une catastrophe. Et vous allez voir repasser dans votre tête tous les appels d'offres de votre vie où ils disent « je veux pouvoir faire 5 millions de requêtes par mois ». 5 millions de requêtes par mois, c'est 2 requêtes par seconde. Ça va, vous êtes large niveau perf. Hein. Les campagnes de load testing, elles servent à faire ces choses-là. Elles servent à mettre la lumière sur quelque chose que vous n'aviez pas anticipé. Voyez votre app comme un objectif d'appareil photo. Quand on développe, on est toujours au centre de la lentille. L'image, elle est nette, les couleurs sont magnifiques. Plus on s'écarte, plus votre API est sous charge, plus on commence à avoir des aberrations chromatiques, des trucs bizarres, des bugs que vous n'auriez jamais été capable de trouver sans haute charge. D'accord ? Des problèmes de création d'objets, des garbage collection intempestives qui vous empêchent de runner correctement votre app. Et toutes ces choses-là, des connection pools qui sont mal configurés, tous ces trucs-là, vous ne pouvez pas les voir en dev. Des campagnes de tests de charge, vous pouvez en faire plein. Moi, mon préféré, c'est le test de capacité. Pourquoi ? En fait, vous mettez un mec, vous lui mettez un gilet pare-balles et vous dites « je vais tirer dessus » jusqu'à ce qu'il ne se relève plus. Vous commencez avec un 9 mm. S'il se relève, vous prenez une mitraillette. S'il se relève, un fusil à pompe. S'il se relève, un lance-roquette, un lance-missile, un lance-missile nucléaire, etc. J'adore ça. Et puis on s'arrête quand il ne se relève plus. Et ça nous permet de nous dire, sur un scénario particulier, je sais dire quelle est la capacité de mon app. Le test de charge, super intéressant aussi. On vous parle d'infrastructures élastiques, d'accord ? Des choses où votre nombre de serveurs va évoluer selon votre charge. Magique sur le papier. Il faut quand même vérifier ça un petit peu avant la prod, les gars. Donc pour faire ça, il faut qu'on fasse des tests de charge. C'est un peu comme le Jenga. Vous avez un Jenga, vous allez pousser dans un coin et vous allez voir si ça s'écroule ou comment réagit votre système. D'accord ? Vous allez peut-être voir qu'en fait l'instance elle se lance bien, mais vu que vous n'avez pas de dynamique discovery, vos autres services ne l'utilisent pas du tout. Ce serait un peu dommage. Et le test d'endurance, c'est ces choses-là étalées beaucoup plus sur du long terme, typiquement pour isoler des leaks, pour voir un petit peu comment évolue votre donnée, etc. Tous ces trucs-là, évidemment, c'est important qu'ils soient faits en fonction de scénarios et d'indicateurs performance que vous définissez. C'est-à-dire, dire « je tiens 1 million d'utilisateurs », ça ne veut rien dire en fait. Si tu regardez tous les benchmarks classiques des gens qui disent « nouvelle API Flask qui défonce tout », ouais, si tu ne mets pas de payload, c'est sûr, ça va vite. Hein. À quoi ça sert le test de charge ? Franchement, ça sert à plein de trucs, mais en vrai, ça sert à vous planter avant la prod. Ça sert à vous planter avant la prod. Parce qu'aujourd'hui, quand est-ce qu'on constate ces choses-là ? Le jour où on en a le plus besoin. D'accord ? Tes Ticketmaster, il y a la billetterie des Red Hot qui ouvre à 9h, le site plante, tout le monde va chez la Fnac. Et en vrai, qu'est-ce que ça va vraiment apporter en termes de skills à des développeurs ? Ça va les reconnecter à des choses qu'on n'a plus l'habitude. Depuis 25 ans, et ça vous le voyez, on est en train d'ajouter des niveaux d'abstraction à la technologie. Et c'est passionnant parce que ça nous permet de créer plus vite et toujours mieux. Le problème, c'est que vous avez vu les challenges qui deviennent de plus en plus gros et de plus en plus complexes à isoler. Et en réalité, plus on se déconnecte du monde de la machine, plus on emmène nos infras dans le mur. Ce truc-là vous permet de vous y reconnecter d'une manière assez intuitive et assez ludique. Ça, c'était pour le test de performance, de charge. La deuxième chose dont je veux vous parler ce soir, c'est de chaos engineering. Le chaos engineering, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a une partie de mon app qui ne fonctionne plus. Critique ou pas. Le chaos engineering, c'est Netflix qui l'a inventé. Netflix, quand ils ont fait leur transition cloud en 2011, eux, ils ont réalisé un truc, c'est que leur pire cauchemar, c'est un streaming qui ne se lance pas. D'accord ? Si leur service ne fonctionne pas,
ils perdent de l'argent et ils foutent en l'air leur métier et ils prennent un bad buzz de dingue. Et du coup, ils ont été assez intelligents pour essayer de faire des choses que les gens ne faisaient pas à l'époque. Et j'adore cette définition qui est sur un des articles de blog de l'équipe qui a créé ça. Imaginez que vous creviez un pneu et que, heureusement, vous avez une roue de secours dans votre coffre. Est-ce que vous savez si la roue de secours, elle est toujours gonflée? Est-ce que vous savez si vous avez toujours les outils dans votre coffre pour la changer? Et même si vous avez tout ça, est-ce que tu te souviens comment bien changer une roue de secours? Bienvenue dans la vraie vie. Et vous savez quoi? Ils mettent le doigt sur un truc que beaucoup d'autres domaines font depuis longtemps, mieux que nous. Vous prenez des pompiers, ils ont des recyclages sur quasiment toutes les parties de leur métier tout le temps. Vous prenez les pilotes d'avion, ils ont des simulations, ils passent énormément de temps en simulation sur des choses qui n'arrivent jamais, pour toujours se préparer au pire. Pourquoi est-ce qu'on ne fait jamais ça dans l'info? Je veux dire, même vos immeubles les plus idiots possibles font des exercices d'évacuation incendie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait des procédures, mais on ne les teste pas. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ok. Et ça, c'est un petit peu dommage. Alors, Netflix, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à créer un ensemble d'outils qu'ils ont appelé la Simian Army. Et à la Simian Army, ils ont commencé par Chaos Monkey. Chaos Monkey, génial. C'est un outil qui va éteindre n'importe quelle machine de Netflix, comme ça. Du lundi au vendredi, pendant les horaires de travail, en prod. Interdit de dire, ok, tu peux prendre toutes ces machines-là, mais pas celle-là, s'il te plaît, parce que vraiment, celle-là, on en a besoin. Non, n'importe quelle machine. D'accord? Et là, ça peut paraître du délire. Et au début, ça a dû être la galère. Hein. N'empêche qu'après, la résilience qu'ils ont acquis dans leur équipe, elle était dingue. Alors après, ils se sont dit, très bien, on va faire Chaos Gorilla. Chaos Gorilla, il shut down une zone de disponibilité dans un data center. Des centaines, des milliers de machines virtuelles, d'un coup, comme ça. Pareil, ça, c'est des opérations qu'ils contrôlent. Hein. Ils ne font pas ça du lundi au vendredi, je vous rassure. Et puis après, ils se sont dit, vous savez quoi, on va faire Chaos Kong. Et Chaos Kong, et ça, c'est les seuls à faire ça au monde, Netflix, plusieurs fois, ils sont capables de défoncer Amérique de l'Ouest. Rendez-vous compte ce que ça représente à l'échelle de Netflix qui fait du streaming vidéo, en termes de bande passante. On ne parle pas juste de saturation des équipements ou de problèmes dans leurs applis, on parle de saturation de la dorsale d'Internet, de tous les équipements qu'il y a au milieu. Imaginez les choses qui sont capables d'apprendre avec des choses comme ça. Et pour arriver à un niveau de confiance, c'est-à-dire que vous voyez ici que quand la côte ouest s'éclate, la côte est a un trafic qui double assez rapidement d'ailleurs, et ils arrivent à tenir leur code d'utilisateur comme ça. C'est dingue. Moi, je vous jure, quand j'entends un truc comme ça, je me dis, ce niveau de résilience, j'ai envie de l'avoir. Sauf qu'on n'est pas tous Netflix. Et les anciens de Netflix se sont aussi posé cette question. Et la question, c'est comment est-ce que nous, on peut apporter ce genre de pratique à des gens qui ne sont pas Netflix? Et ils ont créé un site qui s'appelle Principles of Chaos. Et ils ont créé aussi le concept de Game Day. Il y a plein de manières de jouer ces choses-là, mais en gros, c'est quoi le concept? Créer un climat pour vos équipes, pour qu'elles puissent expérimenter le chaos. Dans votre équipe, vous allez dire, OK, à 9h vendredi matin, on fait un Game Day pendant 2 heures. Et je vais choisir dans l'équipe le plus expérimenté, la plus expérimentée, et je vais la désigner comme maître du chaos. Et elle aura toute la semaine pour me faire une liste de trucs qu'elle va faire. Allez, spawner une pré-prod. Faites pas de ça en prod tout de suite. Hein. Spawner une pré-prod. Et vendredi matin, à 9h pétante, le maître du chaos va prendre la première ligne et va l'exécuter. Allez, sudo alt sur une machine. L'équipe a 2 heures pour constater le souci, pour détecter la source et trouver une solution de contournement ou de résoudre le souci. Allez, la première fois, ça risque de prendre les 2 heures et ça va peut-être pas marcher. Mais qu'est-ce qu'on va faire après? On va faire une rétrospective. On va décider d'un point d'action. Et puis la prochaine édition, si vous êtes intelligent, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous refaites la même chose. Cette fois-ci, ça prend 2 minutes. Génial, on a 1h58 pour passer à la suite.
Et vous allez faire ça encore et encore et encore, jusqu'à ce que votre maître du chaos soit tellement embêté, parce qu'il ne sait plus quoi faire, que vos infrastructures ou vos équipes ne sont pas capables de détecter et d'auto-healer. Est-ce que ce ne serait pas génial de passer notre quotidien comme ça? À tout péter. Mais vous savez, mais en réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un souci. Et le souci, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a peur de la faute. Aujourd'hui, on vit dans des équipes où on est terrorisé du non-fonctionnement de quelque chose. Là, on est plutôt en train de dire, au lieu de partir du principe que tout marche et de serrer les doigts en fermant les yeux, essayez plutôt de tout faire péter. Et de tout faire péter tout le temps. Parce que finalement, le seul moyen de surmonter tes peurs, c'est de t'y confronter tous les jours. Donc le game dev, ça sert à plein de trucs. Ça sert à aussi augmenter énormément les compétences de vos équipes et toucher du doigt les limites du cloud et des services managés aussi. Je vous invite à regarder ce site et le Chaos Toolkit, qui sont des outils qui sont pas mal pour commencer. Et je vous laisserai là-dessus. Pardon? Tu veux que je remette? Aujourd'hui, on est en train d'ajouter de plus en plus de niveaux d'abstraction à la technologie. La technologie, elle va plus vite que nos cultures. D'accord? On ne transforme pas assez vite nos métiers, nos équipes, notre manière de développer au quotidien, et les outils sont en avance là-dessus. Je voudrais juste vous laisser sur ce message, c'est que pour moi, il est très très important que dès demain, on laisse place à l'expérimentation. Parce que pour moi, une équipe DevOps Ready, c'est des craftsmen qui font du load testing et du chaos engineering. Merci à tous pour votre attention et bonne soirée.